Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Multi-21, une émission débrief des 24 heures du Mans, des 92e 24 heures du Mans. Et pour m'accompagner, Pierre Wesley, salut Pierre. Salut Clément, salut tout le monde. Et l'un des deux membres de Multi-21 qui était sur place, salut Thomas. Salut tout le monde, salut Clément, salut Pierre. Alors, pour remettre un peu de contexte, on va parler de la course, mais d'abord on va parler de toi, tes impressions sur place, puisque on a pas mal échangé tous ensemble, tous les trois avec Louis, tous les quatre. Clyde aussi est un peu venu échanger avec nous sur nos impressions sur le week-end, notamment parce que l'année dernière on était quatre à être sur place, donc on avait vécu cette édition du centenaire qui avait déjà pété les scores en termes d'affluence. Et là, cette année, Louis et toi, vous y êtes retournés et on va te laisser en parler parce que vous avez eu à peu près la même impression avec Louis lorsqu'on a parlé tous les quatre sur le chat. Donc, on va te laisser raconter ces 24 heures du Mans qui semblaient moins ambitieuses que l'édition du centenaire l'an dernier. Et pourtant, ça a été quand même un nouveau raz-de-marée, un nouveau record d'affluence. Comment tu as vécu cette semaine, toi qui es arrivé mercredi, qui était encore plus dense et compact que l'année dernière? Ouais, effectivement, l'année dernière, le record s'est porté à 325 000 spectateurs. Cette année, c'était 329 000, donc 4 000 de plus. Mais au-delà du chiffre en lui-même, moi, ce qui m'a un petit peu marqué, c'est que comme l'an dernier, je suis arrivé le mercredi, donc j'ai fait quasiment toute la semaine de course, à peu de choses près. Par contre, le mercredi, le jeudi et même un petit peu le vendredi dans une moindre mesure, il y avait beaucoup plus de monde cette année. À vue de nez, comme ça, j'ai l'impression qu'il y avait 2 fois plus de monde le mercredi-jeudi cette année par rapport à l'année dernière. Le vendredi, c'était un peu spécial parce que le vendredi, on avait entre guillemets seulement la course de Fun Cup, les 4 heures de la Fun Cup. Donc ça attire forcément moins de monde. Mais ensuite, il y avait l'ouverture de la piste, quelque chose qui se fait depuis quelques années maintenant. Et là aussi, là par contre, il y avait pas mal de monde. Mais sur les journées du mercredi et du jeudi, qui sont marquées entre autres par la qualification et par l'hyperpole, il y avait vraiment beaucoup plus de monde. C'était vraiment beaucoup plus dur de trouver une place. Typiquement, faut savoir que quand vous avez un billet d'enceinte générale, ce qui était mon cas, j'avais pas de place en tribune, mais pendant la semaine, vous pouvez aller dans toutes les tribunes en fait, jusqu'au samedi matin, vous pouvez accéder à toutes les tribunes qui sont disponibles dans le circuit. Donc ça c'est plutôt chouette. Mais il y avait des tribunes qui dès le mercredi 13h, 14h étaient complètement remplies, complètement bondées. On arrive toujours à trouver des places, ça c'est sûr, mais voilà, faut le savoir. Au final, je peux pas dire que ça m'a vraiment gâché l'expérience ou quoi que ce soit. Je l'ai fait un peu différemment, mais ouais, je note quand même qu'il y avait beaucoup plus de monde. Alors que comme tu l'as dit, c'était une édition qui était un petit peu moins ambitieuse parce que le centenaire était l'année dernière. Néanmoins, cette année, il y avait le retour en plus d'Alpine, de BMW, de Lamborghini et d'Isota dans une moindre mesure. Donc forcément, ça allait attirer du monde. Je pensais que la pluie allait dissuader un petit peu la foule. On n'a pas été trop impacté par la pluie en semaine, par contre le samedi dimanche beaucoup plus. Et malgré tout, les gens étaient là. Alors j'ai eu une organisation différente de l'année dernière, principalement au niveau des navettes. Donc ça, je rappelle quand même à qui veut bien l'entendre qu'il y a des navettes gratuites qui sont mises à disposition par la CO. Donc ne prenez pas vos voitures, prenez vos vélos si vous voulez, mais faites attention. Mais ne prenez pas vos voitures pour vous déplacer d'un virage à l'autre. Ça ne sert à rien à part ralentir tout le monde. Mais ça, mis à part, quand on le sait, quand on prend un petit peu d'avance, je peux pas dire que ça m'a gâché quoi que ce soit. Surtout en venant une deuxième fois. Moi, mes premières étaient l'année dernière, donc c'est pour ça aussi que j'étais content de le faire avec vous tous parce que toi en particulier tu connaissais pas mal, donc ça m'a permis d'anticiper un petit peu des choses. Et là maintenant, en y allant une deuxième fois, en connaissant un peu plus, ça permet justement de pas faire les erreurs que tu fais quand y vas la première fois et quand tu y vas tout seul. Par contre, j'imagine que pour un néophyte qui arrive et qui découvre et l'événement et l'ambiance, et il y a même des gens qui découvraient complètement le sport auto, hein. J'en ai croisé un paquet dans les bus, etc. Il y a toujours autant de connaisseurs, mais il y a aussi plein de personnes qui découvrent le sport auto. Ça peut faire un petit peu bizarre, j'imagine, de voir autant de monde et autant de galères à se déplacer, même si le circuit est très grand, donc forcément il y a ces à côté qui vont avec. Et la chose principale qu'on peut donner, le conseil principal, c'est si les gens peuvent
qu'ils fassent comme toi, c'est-à-dire d'arriver dès le mercredi pour une raison simple, c'est que depuis 2 ans, on a énormément d'animations dans l'enceinte du circuit, les constructeurs viennent avec énormément de choses. Moi, ça m'avait fait un peu le coup mes premières années, parce que j'étais venu en 2015 avec le retour de Nissan et 2016 avec le retour de Ford. Et heureusement, j'étais arrivé le jeudi soir, ce qui m'avait permis de faire ces animations-là. Mais ce que je veux dire, c'est faire comme toi, c'est-à-dire venir dès le mercredi, profiter du mercredi, jeudi, vendredi pour faire les animations et passer le samedi et dimanche véritablement concentré sur la course, parce que de toute façon, le monde qu'il y aura le samedi et le dimanche pour les animations, c'est juste pas possible. Vous allez faire des heures de queue pour rien et vous allez juste louper la chose pour laquelle vous êtes venu, c'est-à-dire la course. Donc je pense que ton optimisation de la semaine, entre guillemets, est la meilleure chose à faire dans le cadre actuel au vu de l'affluence et au vu de la proposition du spectacle qui est donné. Et bien anticiper et préparer ses déplacements, c'est-à-dire à partir de certaines heures, bien prendre en compte, c'est ce que Thomas disait, la fréquentation des routes annexes qui peuvent vite être encombrées. Donc, Ça, c'est surtout pour la course, ça. Très Oui, honnêtement, oui, oui, non, non, mais bien sûr, en mais semaine, pendant, en mais pendant, semaine, tu vois, enfin pour moi, alors, on n'a pas tous les mêmes goûts musicaux, mais faut savoir qu'il y a quand même des concerts à partir du mercredi jusqu'au samedi, tous les soirs. Et typiquement le mercredi, c'était des concerts, c'était quand même un concert avec pas mal de monde. Il y avait Louise Attaque. Le Louise jeudi, Attaque, ouais. il y avait Big Flo et Oli. Donc là aussi, ça ramène du monde. Faut savoir qu'il y a des personnes qui viennent seulement pour les concerts. Certains prennent un billet d'enceinte générale et ne viennent que pour les concerts, ce qui au final n'est pas un mauvais plan, parce qu'un billet d'enceinte générale, je crois que c'est à peu près 90 euros. Donc pour Et faire il me quatre semble que tu peux concerts, prendre des billets qualifs aussi, sans prendre ouais, la course, qui sont ouais, encore tu moins peux. chers. Et comme Big Flo, Oli et Oui. les attaques sont pendant les qualifs, ça doit te revenir à très peu cher, ouais. Bon, après, on avait le vendredi et le samedi, il y avait Simple Mind et Offenbach, donc ça attirait aussi du monde sans souci. Mais ouais, voilà. Mais même dans ces moments-là, hormis le samedi qui est complètement à part, même dans ces moments-là, on peut pas dire qu'il y avait forcément beaucoup de problèmes à circuler par la route, en tout cas. Il y a juste, bon, ça c'était une petite erreur d'organisation, il en fallait bien une. Il y avait une passerelle à un moment qui était mise en place pour aller dans la zone de concert, et la passerelle était vraiment trop petite. Ce qui était bien, c'est que ça évitait de faire cohabiter sur la route, on va dire, dans l'enceinte du circuit, les navettes intérieures et les piétons, donc ça c'était très bien, mais il manquait un petit peu de capacité, donc ça bouchait un petit peu. À part ça, franchement, il n'y a pas vraiment eu de problème. Le truc à savoir, c'est que si vous voulez aller de la partie Bugatti, on va dire, à la partie harnage et Mulsanne, il faut le faire le samedi avant 20h. Sinon, le dimanche, entre 4 heures du matin et 9h, 10 heures du matin. À partir de là, vous allez mettre une heure et demie, voire plus à faire vos déplacements, voire Ce 3 que heures dans la j'allais nuit. dire, c'est que finalement, faire aussi, arriver plus tôt dans la semaine, donc faire les animations avant, ça permet de commencer sa course peut-être à Oui, Mulsanne ou à Indianapolis, et exactement. donc de revenir dans l'enceinte du Bugatti à des heures où les animations sont fermées, donc à partir de 23h minuit, mais où du coup les flux de trafic sont beaucoup moins importants. Et en fait, au lieu de faire comme tout le monde, commencer par le Bugatti et arriver vers les virages comme Arnage et Mulsanne vers 20h, 21h, 22h, là, en faisant l'inverse, on gagne énormément de temps et on passe le maximum de temps en bord de piste à regarder la course plutôt que dans les transports autour de la piste. Bah, c'est Et, exactement ce que j'ai fait. J'avais mon et camping à voilà, c'est Mulsanne pour et ça que je donc tenais à le dire, ouais. j'ai regardé le début de course et les courses au support à Mulsanne. Donc, faut savoir que cette année, on avait de la Fun Cup, on avait le Lamborghini Super Trofeo et évidemment le Road to Le Mans ou le Michelin Cup, je sais plus comment ça s'appelle. Michelin Le Mans Cup. Michelin Le Mans Cup, voilà. Parce que faut savoir que cette semaine-là, ça s'appelle le Road to Le Mans. Il y a que cette semaine-là que ça s'appelle comme ça, mais tout le monde part de Road to Le Mans. Donc le nom officiel, le Michelin Le Mans Cup, on l'oublie des fois. L'année dernière, on avait bah, toujours la Michelin Le Mans Cup, mais aussi la Porsche Cup France et le Trophée Ferrari. Donc c'était assez équivalent en termes de spectacle. Euh, le fait du coup, de venir dès le mercredi, ça permet de voir pas mal d'actions en piste, pardon, de voir d'autres courses aussi en amont. Donc déjà aussi de tester les différents endroits où on veut aller, parce que moi typiquement l'année dernière j'ai eu le cas, je me suis dit les virages Porsche c'est incroyable, on va faire la qualif ou l'hyperpole, je crois. On avait fait l'hyperpole là-bas. Et finalement en fait en bord des virages Porsche, l'hyperpole, en tout cas dans la zone qui est accessible, ben, j'ai pas trouvé ça si impressionnant. Alors que cette année je l'ai fait à Arnage par exemple, et là c'est beaucoup plus impressionnant. Terre trop rouge pareil. Donc voilà, ça permet de tester un petit peu et comme tu dis, ça permet de faire les animations dès le mercredi.
Ça te permet d'avoir plus de temps pour anticiper. Et puis si tu vois qu'il y a du monde, tu dis bah, je repasserai plus tard, je repasserai le lendemain, etc. Surtout que là, il y avait pas mal d'animations. Alors c'est bête, mais il y avait typiquement dans la zone de concert, il y avait une section rétro gaming. Donc il y avait des vieilles bandes d'arcade, etc. Il y avait des vieux jeux qui reprenaient des jeux du Mans. Le jeu 24 heures du Mans qu'il y avait sur PS1, PS2, Dreamcast il y a 25 ans. Il y avait ces choses-là, etc. Et c'était assez sympa. Donc voilà, je pense que vraiment le fait d'y aller, il faut y aller à la cool en se disant si tu veux tout faire, tu prends 3 jours de plus, mais vraiment tu profites, ça t'évite de courir et ça t'évite surtout de repartir frustré. Encore plus quand tu as des aléas météo comme on a eu cette année, au moins ça permet de t'abriter quand il faut, de profiter quand il faut, etc. Et donc moi c'est ce que je conseille. Après chacun fait comme il veut. Certains peuvent choisir de ne pas voir toute la course. Moi, mon parti pris, c'était de voir 99% de la course à une sieste près. Euh, mais voilà, après, voilà. Ça, c'est le conseil qu'on pourrait donner si vraiment vous êtes féru. Après, quelqu'un qui est pas forcément mordu de course aura pas forcément la volonté de se faire les 24 heures en bord de piste. Ça, je peux le comprendre aussi. Dernière question avant qu'on analyse la course. Ta voiture préférée en termes de sonorité, ta voiture préférée en termes de look et ta voiture préférée en termes de livret? Elle était deuxième l'année dernière, elle passe première cette année. C'est évidemment la LMDH Cadillac, qui est incroyable d'un point de vue auditif. L'année dernière, la petite nouvelle, elle était un peu moins fort en termes de volume que les autres, que la NASCAR ou la Cadillac, mais elle était vraiment plaisante. Donc voilà, ce serait mon 1 bis, cette nouvelle Ford Mustang GT3. Mais en termes de sonorité, la Cadillac est vraiment loin devant. Ensuite, tu parlais de look de voiture, je crois. Ouais. Look de voiture, j'aurais Ça tendance sera pas une LMP2. ce sera pas une LMP2. D'ailleurs, si j'en profite là par rapport au LMP2, il y a au moment Je des sais pas si changements tu de voulais en rapport. parler maintenant Non, alors ou juste tout à l'heure. Vas-y, je vas-y. parle de son sur les LMP2. Il y a un moment où les changements de rapport sont fatigants pour les Oui, oreilles. Donc, faut vraiment prévoir des oui. bouchons d'oreilles. Ça, Et ça, c'est il vrai faut que le pour dire. ceux qui ont fait les éditions, notamment 2021-2022, quand il y avait quasiment pas d'hypercar et beaucoup de LMP2, les voir avoir toute la même sonorité et faire les mêmes changements de rapport aux mêmes endroits des virages, si on est à l'entrée des Porsche ou juste avant le tertre rouge, ça peut être très fatigant au bout d'un moment, effectivement. Tu vois, cette année, je crois qu'il y en avait 17 ou 18, quelque chose comme ça. Et t'en as forcément qui suivent. Et quand tu les as en rafale, dans la semaine, tu n'entends pas trop, mais dès la course, quand elles arrivent en rafale et qu'elles passent toutes les vitesses en même temps ou qu'elles rétrogradent en même temps, c'est fatigant. Et donc, moi, c'est pour cette raison que j'ai mis des bouchons d'oreille pendant la course. Sinon, c'est vraiment fatigant. En termes de look, on y revient pour les voitures. J'ai quand même envie de mettre la Mustang devant pour l'effet nouveauté, parce que c'est une voiture qu'on n'avait vraiment jamais vue. Autant quasiment toutes les autres, on avait pu les voir ne serait-ce qu'en GT World ou en Hypercar l'année dernière pour beaucoup. Ouais, l'Alpine est sympa aussi. Il y a un combo voiture et livrée qui est très sympa, surtout avec le A fléché derrière. Mais la Mustang, pour moi, remporte le coup de cœur sur le look de la voiture en elle-même. Et elle était supportée par des belles livrées aussi. Ensuite, tu me parlais de la livrée. Livrée, je vais donner la réponse que tu as déjà mis sur Absolument. Twitter. Mais la Lao by TF numéro 14, donc la LMP2 Spike, en fait, était vraiment magnifique. Donc elle était violette, légèrement métallisée, avec des ailes de dragon jaune et orange dessus. Elle était magnifique. Un peu dans l'esprit de toujours la même équipe qui était en Porsche l'année dernière avec Rexy, la Porsche verte Dragon. Et ben là c'était un petit peu un dinosaure pardon. Là c'était un petit peu la même chose cette année. Donc c'est toujours assez sympa d'avoir des livrées qui se prennent pas trop au sérieux, etc. Les Cadillacs sont toujours aussi belles, surtout la jaune de Bourdet. K3. Les Porsche sont très belles, les Ford sont très belles. Mais voilà, là il y avait aussi la 33 en LMP2 qui était très jolie avec un mix d'orange, blanc et bleu. Mais voilà, pour le côté décalé, la OBTF numéro 14 est, je trouve, la plus sympa visuellement. Est-ce que Pierre, depuis la télé, t'en avais une qui t'a marqué Ah, moi j'ai trouvé que la BM numéro 15 La du Art. team WRT, la BM Art, franchement, elle claquait. Sincèrement, elle était assez sympa. Thomas préfère. En bord de piste, je l'ai trouvé un peu brouillonne. Ouais, Tu vois, c'était difficile de la lire. Autant typiquement les hardcar BM GT, la 31 et la 46 étaient très très lisibles, ils étaient plutôt sympas aussi.
mais j'ai trouvé que la hard car hypercar était assez difficile à lire en bord de piste, surtout avec l'effet vitesse qui est forcément assez élevé. C'était pas toujours simple. Et bah après, moi je suis Team Iota, hein. Moi je la trouve superbe, la Iota Hertz, sincèrement, voilà. Et toi tu préfères la jaune, bah moi mon coup de cœur ça va vers la Cadillac bleue. Je suis désolé, bah, voilà, elle est racée et puis bah avec un peu le côté Le Mans, etc. Voilà, ils auraient mis un bleu un peu plus clair. Avec nos deux choix, on avait les choix de bordure du Mans, donc bah au moins ça aurait été bien quoi. Ouais, C'est rigolo, ça. je Et suis d'accord toi, je suis Clément, d'accord tes sur la préférés? Cadillac bleue, la 2. Moi, je trouve qu'elle ressemble au méchant de Cars 3, je l'ai déjà dit, mais ouais. C'est vrai, Et c'est sinon, vrai. ma livrée préférée, alors, des photos que tu m'as envoyées, c'est vrai que la AO by TF est assez sublime. Moi, la McLaren de chez Inception rouge aussi, je l'ai trouvée très très belle. Mais peut-être parce que la coupe de la McLaren déjà est prédisposée à rendre des très belles livrées. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé très jolie. Et par contre, à contre-courant, je trouvais que la livrée des Iron Dams rendait moins bien du coup, parce qu'elle était très détaillée, très fournie. Et en fait, Oui. je sais pas comment c'était en bord de circuit, mais en tout cas à la télé, ça rendait beaucoup moins bien que leur livrée habituelle de rose pétant, qui était beaucoup plus sympa, je trouvais. Ça rendait moins bien, mais elle était quand même mieux en Mm. vrai qu'en photo. Parce que tu vois beaucoup mieux bah, typiquement, quand la piste était ouverte le vendredi après-midi, on s'est mis devant leur stand, et là, tu peux vraiment profiter des détails, et là, elle est sympa. Par contre, autant vous dire que le dimanche matin, après toute la pluie qui est tombée, etc., et toutes les salissures, c'était une horreur, on voyait plus rien, elle avait tourné au beige marron, ça ressemblait plus à rien. C'était une des plus frappantes sur ce point-là, parce qu'elle était très chargée. Mais ouais, j'étais un peu déçu de cette livrée qui était magnifique par le passé. Surtout la Porsche l'année dernière était très très belle. Là, cette année, moi j'ai trouvé que c'était un peu moins bien. Puisqu'on parlait des livrets des GT3, commençons par la course GT3 et déjà par la qualif. On a eu énormément de constructeurs différents dans l'Hyperpole. On a été gâtés à ce niveau-là. On s'attendait à une course très compétitive et très compacte entre les 9 marques. C'est ce qu'on a eu avec une première partie de course quand même, messieurs, où on a bien vu cette Inception qui avait fait la pole réussir à s'échapper par rapport aux concurrents du championnat du monde et un petit peu mettre le désordre dans la stratégie des teams LMP3 avec cette troisième McLaren qui finalement s'est essoufflée en cours de course, mais c'était quand même la belle surprise de ce début de course déjà, cette McLaren. Pendant, bah, du coup, jusqu'à la pluie, donc pendant une heure et demie, la McLaren du Inception s'était échappée, et avec elle, il y avait la Mustang numéro 77, donc la bleue de chez Proton, et la Ferrari, je crois, je sais plus si c'est la 55 ou la 65, une des deux. Mais les trois Les là Vista s'étaient F Corset. échappés. Ouais, je me rappelle plus de l'équipe, je vais être honnête. Mais en tout cas, ces trois-là, c'était vraiment échappé. Il y avait un gros écart. Et on avait aussi une belle bataille. Alors, je crois que ça n'a pas été trop montré à la télé. C'est ce que j'ai lu en tout cas sur les réseaux après coup, que le focus était vraiment sur les hypercars et que vous avez quasiment pas vu à la télé la course à l'MP2 et GT3. En tout cas, on avait un plateau qui était très très serré, en tout cas sur le début du peloton. Et ensuite, quand la pluie est arrivée, ça a rebattu les cartes, pardon. Et on a vu d'autres constructeurs émerger. Alors, on a eu un petit peu Aston qui est arrivé. On a surtout UBM, que ce soit la 31 et la 46 sont revenus. Alors la 46 jusqu'à son crash dans la nuit là, juste après Dunlop, ce qui a. Alors je peux vous dire qu'il y avait énormément de fans de Rossi et que beaucoup sont allés se coucher à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on avait vu aussi sur le GT World par le passé. Voilà, il y a énormément de fans de Rossi et ça se sent, ça se voit. Il y avait un merch Rossi qui était gigantesque, un stand complet. Donc l'empreinte du docteur est bien là. Donc voilà, ces voitures-là, enfin la voiture là, dommage, a eu une sortie de piste qui l'a mis complètement hors course. La 31 a bien réussi à se maintenir parce qu'elle est redescendue à un moment et elle est re-remontée. Donc la BM a vraiment un très fort potentiel, je pense, pour les courses internationales de GT3 et encore plus sur des courses d'endurance longues. Mais à la fin, malgré tout, bah, c'est Porsche qui gagne avec le Manthey Racing.
C'était pas forcément la voiture la plus impressionnante. C'était pas forcément la voiture la plus rapide non plus, mais je pense qu'ils ont une exécution de course qui était parfaite, absolument parfaite. Et donc c'est ça qui les a remis devant à la fin. Pendant un bon moment, ils étaient juste derrière la 46 de Rossi qui menait, Ouais, mais on sentait que, voilà, il manquait le petit truc en plus pour passer il devant. manquait le petit truc pour passer, mais s'il y avait une opportunité, il disait pas non, quoi. Donc, Ouais, mais ouais. oui, après, bon, je pense que Clément sera un petit peu de cet avis. Et je pense que toutes et tous, on a sans doute ce même ressenti. C'est vrai que la retransmission télé a été quand même très très axée sur la lutte en hypercar. Bon, il y avait de quoi, mais c'est vrai que ben, le LMP2 a été quand même assez mis de côté, ou alors si on les voyait soit quand elles prenaient un tour, soit quand il y avait le regroupement Autant on a derrière la vu des safety duels en, car. en GT3, autant c'est vrai que le Ouais, LMP2, ça pas a trop, été pas Pourtant, il y a trop. eu très des très belles sporadique. luttes, hein. Oui. Il y a eu des très belles luttes en LMP2, en particulier avec l'Inter Europol. Il y a eu des belles passes d'armes. Bah, pour terminer sur ce GT3, déjà c'est vrai que la 80, tu l'as dit, c'est pas forcément la voiture qu'on voyait venir en qualif parce elle s'est Mm. quand même classée 16e sur 23 sur la grille. Mais encore une fois, c'est la capacité de Porsche à déjà trouver les bronzes qui vont vite parce Oui. que comme l'a dit Vincent Voss, le patron de WRT, dans cette super phrase, il a dit à un moment on avait nos pilotes pro dans les deux M4 et on n'arrivait pas à rattraper les bronzes de Porsche. Donc soit ils ont des super bronzes, soit il y a autre chose. Je pense que c'est plutôt la qualité des bronzes déjà que la qualité de la voiture, mais même si peut-être que la BOP a été très bien gérée du côté de chez Porsche en MGT3, mais c'est vrai que c'est une voiture qu'on n'a pas forcément vue devant, puisque en échangeant sur la course, on a été très surpris déjà de la qualité des Ford. Ça, il faut le dire, c'est que Ouais. autant C'était catastrophique pour eux en début d'année, que ce soit en IMSA ou en WEC. Et là, ils absolument. sont bien revenus. Là, on a vu un package Ford Proton très performant, avec surtout cette stratégie à trois voitures qui leur a permis de couvrir toutes les stratégies en Mm. début de course. Et ça, c'était vraiment un plus qu'on a vu d'avoir trois voitures, mais trois voitures surtout de la même équipe, pas une troisième comme Inception chez McLaren qui est un peu à côté. Euh, mais elles ont été très surprenantes ces Protons, et finalement elles font 3 et 4 hein, de la catégorie, donc c'est vraiment pas mal. Par contre, c'est vrai que finalement, comme d'habitude, tout le monde s'excite, tout le monde se bagarre devant. Porsche reste en retrait, et tu l'as dit, dès que la pluie arrive, la stratégie est Ouais. bonne. Mantet sait comment faire pour avoir le bon pilote au bon moment, pour mettre le bronze au moment où il y a la safety car et écouler du temps de roulement de bronze, remettre Richard Litz quand ça compte vraiment et quand il faut durcir la course, et Oui. finalement ne pas être inquiété en fin de course par rapport à la concurrence. Messieurs, Ouais. si Et vous le voulez bien, sachant que on va peut-être juste préciser ce qui est un bronze Oui, bah alors, pour tout le monde. Vas-y Clément, t'es le spécialiste des classifications de pilotes. donc il y a quatre classifications de pilotes, Platinum, Gold, Silver et Bronze. On est pilote pro lorsqu'on est Platinum ou Gold, les deux plus hautes. On est pilote classé amateur quand on est Silver ou Bronze. En gros, un Silver, c'est un pilote amateur de très haut niveau. Un Bronze, c'est un pilote amateur quasi débutant. Un Gold, c'est un pilote pro, on va dire débutant, mais qui est quand même qui a quand même un certain niveau déjà. Un Platinum, c'est un pilote de F1 ou un pilote très expérimenté dans les catégories GT et Proto. Et dans ces voitures de MGT3, il fallait un pilote pro, donc Platinum ou Gold, ça a souvent été des Platinum, un pilote Silver et un pilote Bronze. Mais chez certains constructeurs, on l'avait dit en début de saison, mais chez Porsche et chez BMW, on a très bien géré les classifications des pilotes pour avoir des trios qui étaient bien au-dessus de la moyenne malgré le fait d'engager un silver et un bronze. Et là, on l'a vu encore avec Maurice Schuritz et Yasser Shahin. Les chronos que ces mecs-là ont été capables d'emmener pour un silver et un bronze étaient bien au-dessus de certains de leurs concurrents qu'on a vus chez Ferrari, chez Aston Martin ou dans des écuries comme Lexus. Ouais, et là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que d'une année sur l'autre, la FIA se permet de réviser les classements des différents pilotes en fonction des résultats, mais quasiment 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100, un pilote qui est promu de bronze à silver, en fait, va faire appel.
Pourquoi? Parce que le pilote préfère rester dans une catégorie inférieure et ça lui permet de rejoindre d'un équipage qui est toujours composé de gold et de silver et d'être le pilote le moins bon, entre gros guillemets, mais de faire un équipage très fort. Typiquement, c'est le cas de Sarah Bovy qui, ça fait 2-3 ans, est promue par les FIA en silver et elle fait appel pour redescendre en bronze pour rester dans cet équipage à Iron Dance qui sinon devrait trouver un pilote bronze féminin de bon niveau, ce qui n'est pas forcément facile aujourd'hui en GT. Bah, on l'a vu l'an dernier en GTE AM, mais Ben Keating et Sarah Bovy qui font tout le temps appel se battaient pour la pole, puisque c'était le bronze qui faisait la pole, se battaient pour la pole tous les deux à chaque course, étaient bien au-dessus que de certains débutants bronze dans la catégorie. Donc effectivement, Ben tu fais bien de le Keating, dire. il a le niveau d'un bon silver en plus. Donc, Oui, voilà, oui, absolument. Non, mais c'est pour ça que je citais ces deux-là. Pour finir sur le GT3, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter au niveau des actes manqués. Alors vas-y, peut-être. Alors, vu que tu parlais des actes manqués, vas-y, je vais te laisser commencer là-dessus. Vas-y. Ouais, pour les actes manqués, il y a quelques voitures qui, je pense, avaient la capacité de bien faire et qui ont eu différents problèmes. Il y a la 46 qui était vraiment très forte, on en a parlé, et qui s'est mis dans le mur dans la nuit. On avait un moment la Porsche 92 aussi qui était en tête pendant très 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 longtemps, et pas seulement à la faveur des ravitaillements, elle était même devant la 91, et c'était assez surprenant de la voir redescendre aussi loin au final dans le classement. On avait aussi la Porsche, la Ford Proton numéro 77, qui était peut-être la plus rapide des trois, et qui a eu un souci de direction, je crois, en début de soirée, qui lui a fait perdre quasiment 3 heures. Donc ça, c'est dommage, parce que je pense que c'était peut-être celle qui pouvait aller se battre au moins avec la BM numéro 31. Alors, il y a toujours un podium pour Ford, mais je pense qu'ils avaient les capacités de mettre 3 voitures dans le top 5. Donc ça, c'est vraiment dommage pour eux. Et j'aimerais aussi noter la Lexus qui payait pas de mine, mais qui en fait a bien tourné, et la 78 à un moment, et la 87 aussi, à la faveur des différents faits de course, est remonté bien devant et se sont permis de mener la course, un peu comme l'avait fait Peugeot l'année dernière en hypercar. Mais ils étaient quand même devant, et donc ça, c'était assez chouette de leur part, pour une voiture qui est sur le papier complètement dépassée. Mais là, ils ont fait plutôt une bonne course. Ils n'ont pas été récompensés, je trouve, de leurs efforts, ce qui est dommage. La Lexus, c'était la 87. Il y avait la 87 et la 78, ouais. Les deux Lexus à Codice ASP. Ouais, les deux. Et dommage pour la Iron Dance qui finit entre guillemets que 5e, alors que je pense qu'elle avait le potentiel pour faire un podium. Il y avait vraiment le talent, il y avait le rythme. Bon, ça s'est joué sur des faits de course. C'est un équipage qui souvent a un petit peu de malchance. Donc bon, ça va tourner, je pense. Ils se sont fait pousser à un moment donné par une hypercar, je crois. Par une LMP2, je crois, mais oui. Ou une LMP2. L'idée est la même, ouais. Et par contre, très étonné des Corvettes qui n'étaient nulle part. Pourtant engagées par TF Sport, qui est une très bonne équipe, mais alors là, elles étaient vraiment nulle part toute la semaine. Donc voilà, ça c'était un petit peu les choses qui m'ont étonné, voire déçu dans la catégorie GT3. Et alors, deux choses à rajouter avant de rajouter une dernière déception qui va faire la transition. Je tiens à dire quand même que quand on voit le rapprochement des performances grâce à la BOP entre toutes ces voitures, on aurait quand même envie de voir un GT3 Pro et pas un GT3 AM, parce que sérieusement, il y a des moments où on avait les pilotes pro dans chacune des voitures de tête, notamment en début de soirée, et c'était un spectacle extraordinaire en termes de lutte. Et sur la fin de course aussi, et en fait c'est ce qu'on voudrait voir tout le temps. Donc ça, bon, c'est une marotte qu'on a très souvent, mais je tenais à le dire parce que surtout on en a encore reparlé ce week-end. Absolument, surtout avec autant de constructeurs engagés et qui ont les pilotes qui peuvent le faire, puisqu'ils le font en série SRO, notamment en GT Endurance Cup Europe. Et la deuxième chose, c'est le package McLaren United Autosport. Alors c'est vrai qu'on va reparler dans un instant d'United Autosport qui est gagnant à LMP2, mais en dehors de ça, leur deuxième LMP2 a complètement sombré entre problèmes et petites erreurs des pilotes, et leurs deux McLaren, qui étaient pourtant à des packages très solides, puisqu'on a vu la Inception en tête, ont toutes les deux abandonné. Et je les trouvais pas forcément dans le rythme, mais c'était plus dans le peloton et pas dans les premières places du peloton que à jouer les premières places au début de la course. Donc très déçu de l'ensemble United McLaren, que j'attendais beaucoup plus haut, que ce soit sur les qualifs ou sur la course. Bah, surtout que Inception avait montré que la McLaren pouvait marcher, et donc c'est assez étonnant. Bon, on sait que la McLaren
Globalement, dans les catégories S0, elle a du mal. C'est pas la voiture la plus rapide et bon, il n'y a pas souvent les équipages non plus, hein, parce que quand le meilleur pilote c'est Christian Klein, il est très bien Christian Klein, mais quand il est tout seul, ça fait pas beaucoup. Donc ouais, c'est un peu dommage pour eux. Il faudrait que McLaren se mette. Pourtant, McLaren est le champion des contrats avec toute la terre entière. Il faudrait qu'ils se mettent à mettre des bons pilotes dans ces voitures de Merci GT. Zach Brown. Donc je pense que ça leur ferait vraiment du bien parce que ça les dessert complètement. Et on voit que c'est les stratégies de tous les autres. En tout cas de Ford, de Porsche, de BMW. Ils font cet effort-là et ça paye. Du coup, pour transitionner sur la catégorie LMP2, donc on a une victoire du United Autosport. Effectivement, c'est la catégorie qu'on a le moins vue en piste. Pourtant, on a vu des belles luttes et notamment, tu parlais de l'Inter-Europol. C'est vrai que Clément Novalak, sur ses relais du matin, nous aura animé la course de façon fort sympathique. Il a été très très bon. Ouais. Il a été très très bon. Vas-y, Pierre. Ouais, vas-y, Pierre. Je laisse la parole à Thomas parce que bon, nous on a vu quelques extraits à la télé, mais je pense que comme tu étais sur place, t'as peut-être un petit peu plus, t'as peut-être plus à dire. Non, mais effectivement, c'est ça. On a vu un très très bon relais de Novalak, en particulier pas mal de luttes aussi avec Hidek. Au final, quand on regarde sur le papier, le résultat est pas étonnant parce qu'on retrouve United Autosport qui est peut-être une des équipes les mieux préparées en LMP2 devant Inter-Europol Compétition qui sont les vainqueurs de l'année dernière et devant Hidek Sport qui est toujours une valeur sûre. Maintenant, quand on regarde le début de course, c'est un peu plus étonnant parce que je trouve que la Aube ITF en début de course, elle a pris une avance mais incroyable. Louis sur Delétraz était très très solide en début de course. Ouais, C'était mais très fort. il y avait 4, 5, 6 secondes d'avance. Franchement, elle arrivait toute seule. Quand on la voyait arriver, on savait qu'elle allait passer le virage complètement et que les autres arriveraient seulement après. Donc il y avait un gros écart en début de course. Donc ça n'a pas payé parce qu'il y a eu un peu de malchance, il y a eu une mauvaise gestion des différentes conditions. On avait aussi le Panis Racing qui était pas mal pendant un bon moment, donc ça c'était assez étonnant de ne pas les retrouver. Il y avait aussi le Duquesne qui commence à faire une belle prestation et qui a été vite arrêté. Pareil pour le Proton Compétition qui avait repris la suite de la Aube ITF en début de course et qui a dû abandonner malheureusement. Donc ça c'était Pardon? T'as la Vector Sport aussi. Tu as Vector Sport La où Vector à un Sport. moment donné, Alors, ils ont mené pendant un bon moment aussi. ouais, au final, la Vector finit cinquième de la catégorie. C'est Donc ça. elle est pas si loin, elle est devant les autres que j'ai cités. Mais voilà, ça c'était vraiment, effectivement, je mets la Vector Sport dans l'eau. C'était les voitures qui montraient beaucoup de choses en début de course et qui, comme dans quasiment toutes les catégories, au final, ne sont pas celles qui ont remporté la timbale. Même si sur le papier, encore une fois, United, Inter, Europol et Hidek, ça fait partie des meilleures équipes, donc c'est pas étonnant de les retrouver sur le podium. Et il faut féliciter encore une fois François Perraudot et sa science de la course qui a décidé de prendre lui aussi le volant de la voiture au moment de la safety car pour écouler un maximum de temps et redonner la voiture à Ben Barnicot après pour envoyer les tours. Et ça, c'était stratégiquement très bien joué. Il a failli faire un podium au général du P2. Finalement, bon, il gagne la classe P2 Pro, mais ils ont failli faire un podium. Ils étaient pas loin, ils étaient dans le tour. Donc, très bien joué de la part d'AF Corset qui, on ne l'a pas dit encore, hein, mais a fait une course plutôt solide d'ensemble. Bon, hormis la 54 que Thomas Flor plante lamentablement en premier, mais il fallait bien un premier à se planter. Mais je trouve que par rapport au package qu'on avait dans les différentes catégories, si tu compares avec l'autre écurie qui était engagée dans les trois catégories, c'est-à-dire Proton, qui a joué de malchance partout, puisque tu l'as dit, leur P2 a abandonné, leur hypercar n'abandonne pas, mais a passé énormément de temps au garage, et leur GT3 la plus véloce a passé elle aussi énormément de temps au garage. C'est vrai que du côté d'AF Corset, on a fait une course plutôt bonne. Là où c'était le moins bien, c'était sans doute en GT3. Mais bon, la course en P2 et surtout en hypercar a été tellement bonne du côté d'AF Corset que, encore une fois, tu l'as dit, les teams qui sont devant de toute façon en P2, c'était la science de la course. Et ça montre que même si certains teams étaient très solides d'un point de vue performance, il y a un moment où quand la course se durcit, tu peux pas lutter contre des teams comme United ou comme AF Corset ou comme Hidek qui ont l'expérience. Alors, qui ont l'expérience, c'est qui ont les pilotes d'expérience. Tu peux notamment relever chez United Autosport, c'est Jarvis qui termine.
Oliver Jarvis, au niveau du Mans, c'est quelque chose qu'il connaît pour avoir couru il y a de Oui. ça quelques années, il me semble, en LMP1. Il me semble même Oui, il roulait avec Audi, oui, oui, avec oui. Audi. Je me demande même Peut-être, peut-être, s'il j'ai n'était pas le pas avec souvenir, mais Porsche je à Souvenir un de crois. moment donné. Porsche, mais Audi c'est Audi sûr. sûr. Et oui, entre le P1 et le J'ai un P2, doute. ouais, il a fait énormément J'ai un d'éditions petit du doute. Mans. Et même Nolan Siegel qui cette Oui, année fait une excellente saison en Indy Next et commence à pointer le bout de son nez en IndyCar, même si c'est pas fameux encore, a été très solide sur ses relais, je trouve. Et encore une fois, là, on parlait tout à l'heure des questions de classification, mais c'est très bien joué de prendre un gamin comme Nolan Siegel qui ouais, forcément ne va pas être classé très haut pour l'instant, mais qui peut apporter une pointe de vitesse et qui a été un très bon lieutenant pour un Jarvis qui, à 40 ans, reste un as du Mans. Tu fais bien d'en parler, Pierre. C'est que vraiment, il a maîtrisé sa course de A à Z sur chacun de ses relais. Il n'y a pas eu d'erreur. C'était très, très propre. exactement. Et c'est sa deuxième victoire en catégorie, puisqu'il avait gagné en 2017 avec le Jackie Chan DC Racing, où vous avez fini deuxième au Oui, général quand même. incroyable cette année-là aussi. Euh, Ils ouais, avaient failli voilà. Et gagner. c'est son cinquième podium au Mans en catégorie, ce qui est quand même à relever. Tu l'as dit Pierre, il est d'une constance incroyable. D'ailleurs, puisqu'on parle de 2017, Thomas, tu voulais en parler vite fait, mais bon, on va parler tout de suite des hypercars qui nous ont énormément réjouis. On a vu toutes ces nouvelles GT3 dont on parlait. Là, voir les Oreca 07 qui sont là depuis 2017, tu as vu des dinosaures au Oui, milieu de voitures de course modernes et ça tranchait avec le reste. ouais, ça fait un petit peu bizarre parce qu'on voit dans la construction que, alors c'est toujours des voitures qui sont des monstres, hein, parce que faut garder en tête que dans les années 2017, etc., c'est des voitures qui étaient capables de tourner en 3,25 à peu près, ce qui est le temps Bah, d'une la, hypercar en la qualif. pole LMP2 2018 est aussi rapide que la pole hypercar cette année. Voilà. Voilà. Donc les voitures sont largement bridées pour ne pas faire d'ombre aux hypercars, ce qui est somme toute normal, et ce qui aussi découle du fait de vouloir maîtriser les coûts en hypercar tout en ramenant du monde. Et donc on a une BOP qui est un petit peu castrative, en particulier à cause des écuries qui sont un petit peu derrière en termes de performance. Parce que je pense que sinon, si on les libérait, elles iraient beaucoup plus vite, et donc les LMP2 pourraient aller plus vite aussi. Mais malgré tout, même au niveau de la construction, on voit que c'est des voitures, enfin 2017 maintenant, c'était il y a 7 ans. On voit que les constructions sont différentes et on voit que même au niveau du son, au niveau de l'architecture, etc., c'est des voitures qui semblent dépasser, qui sont toujours performantes mais qui semblent dépasser et ça fait un peu bizarre. On a l'impression que cette catégorie-là est vraiment à part. Alors c'est peut-être aussi pour ça que il y a eu ce mélange entre des pilotes pros et des pilotes amateurs, hein. Parce que dans toutes les écuries que je citais tout à l'heure qui m'ont un petit peu déçu, il y avait aussi beaucoup d'équipages amateurs. Donc je pense aussi aux pilotes pros qui sont dans ces voitures, qui font des super boulots et qui à la fin malheureusement sont pas récompensés. Mais ouais, ça fait toujours bizarre. Je pense que c'est un peu comme la F2 si tu veux. Il y a des voitures qui tiennent pendant très longtemps ou la DW12 en IndyCar. Mais on commence à sentir le poids des années, en tout cas au niveau du rendu. Il serait peut-être temps de remettre un coup de jeune, ne serait-ce que pour avoir des voitures qui sont exploitables à leur plein potentiel, des voitures par construction qui sont un peu moins rapides, avec un peu moins d'aéro, je sais pas. Ça permettrait peut-être de remettre un coup de dynamisme sur une catégorie qui avant était vraiment excitante pour le public à la télé. Et qui en plus permettrait d'avoir différents modèles, parce que là c'est le problème depuis quelques années maintenant. On a un seul modèle de Ah bah, châssis, c'est l'Oreca Cup, hein. voilà, avec un seul modèle de moteur, le moteur Gibson. Ce serait Le bien de châssis, pouvoir oui. avoir Oreca. des Ligier, des Onrock, etc., etc., qui reviennent dans cette compétition, alors même s'ils sont pour certains occupés en hypercar. Ce serait assez sympa, ça permettrait de remettre de la diversité et comme vous l'avez dit, de pas faire une coupe avec un monomodèle au final. Si on a peu vu ces LMP2, on l'a dit parce que la course en GT3 était excitante, mais surtout parce que la course en hypercar était excitante et c'est quand même ce qui nous a le plus animé, c'est la victoire finale. Je me demande c'était quand la dernière année où on a eu une lutte aussi serrée entre autant de constructeurs, parce que des luttes serrées, on a eu, Il y en a. Ouais, ouais, non, il y en a eu, mais avec un plateau aussi chargé, c'est ça. va falloir remonter. Pour moi, le dernier grand duel, vraiment, c'est Peugeot Audi, et encore, Ouais, ils si on étaient que parle de deux. duel,
si on parle de duel, voilà, ce serait 2011 avec Peugeot Audi où c'était une des Ouais, courses les plus passionnantes. Mais là, il y avait 4 ou 5 constructeurs qui étaient Oui. capables de se battre pour la victoire. bah, Ferrari était à là. une heure, à une heure et demie de la fin de course, t'as quand même 10 voitures qui peuvent potentiellement gagner. J'ai bien dit peuvent gagner. Oui, ouais, ouais, ouais. J'ai pas dit que les 10, ça se tenait en 5 secondes. Non. Non, mais Il déjà, y il y en avait avait 10 10 voitures dans le qui. Non, il mais y avait 10 voitures dans t'avais. le tour. 10 Là voitures où. dans le tour à Ouais. à une heure et demie de la fin, c'est quand même pas mal, quoi. Bah exactement, si tu prends une voiture comme la Peugeot par exemple, qui est la première enfin une des premières à pas être dans le tour, et doit finir 11e et 12e à 2 tours, euh, ça sur une année on va dire un peu molle ou un peu plus classique, ça peut faire un podium sans trop de problèmes. Et là cette année, Mm. la sanction est assez dure parce que ça finit 11 et 12. Donc effectivement là au-delà des voitures, moi j'aimerais parler des constructeurs parce que pour le coup on avait Ferrari, Toyota évidemment, Porsche et Cadillac Porsche. qui pour moi avaient tous les quatre les cartes en main pour gagner. Alors Cadillac encore une fois et surtout pour la numéro 3 a Beaucoup de joué de malchance. malchance comme pas possible. Je pense qu'il y a une malédiction sur cette voiture et peut-être sur Bourdet, je sais pas. Mais ça fait vraiment de la peine, surtout que c'est Bah, une voiture. quand elle abandonne, la 3 de mémoire, c'est pas Bourdet qui est dedans. Non, c'est Dixon. Non, c'est Dixon, ouais. C'est Dixon à ce moment-là, mais typiquement, en plus, c'est un équipage qui fait plaisir à tout le monde. Quand on a eu l'Hyperpole jeudi, où avant le drapeau rouge, on a Bourdet qui fait 2 fois le meilleur temps, je peux vous dire que les tribunes ont explosé comme jamais. Alors à la fin, quand c'était, ça va, c'est Porsche et Kevin Estre, donc ça reste un Français qui a conservé la pole, mais le fait d'avoir le manceau de la course sur la Cadillac, tout le monde était aux anges. Donc vraiment, c'est un équipage qu'en plus tout le monde veut voir gagner et ça Non, ça leur et échappe c'est à chaque fois. et c'est surtout qu'à une heure de la fin, toi en plus t'étais sur place. Alors on a une pluie qui tournait autour du Ouais, circuit. C'est ça faisait que ça. par endroit, on va dire par salve, ça a été du côté d'Arnage. Enfin, quand je dis Arnage, c'est Indianapolis, Arnage, voilà, c'est le même coin. Il y a eu du côté des stands, puis ça s'est déplacé vers les Unaudières, et puis c'est revenu au niveau des stands. Donc on était quand même sur des conditions assez piégeuses. On est en fin de course, même si les gars qui sont à l'intérieur, c'est des athlètes, hein. Enfin, je veux dire, voilà, enfin en hypercar, il y a pas match. Mais une erreur est quand même peut plus facilement arriver. Et ça a été des monstres de maîtrise. Alors, on l'a vu Vraiment. typiquement avec la Porsche numéro 4 qui se plante au petit matin à Indianapolis dans un gros crash. C'est ça. Ou la BM qui s'est plantée, alors là c'était un hyperpole, Mm. la numéro 15. Effectivement, c'était des conditions un peu bizarres où quasiment depuis le samedi midi en fait, je pense que c'est là qu'on a pris la première averse, c'est le samedi midi, donc bien avant la course. Tu mettais les KOM et tu les mettais 10-15 minutes, puis après tu les C'est enlevais. ça. Hmm. Pourtant, c'était des grosses ondées. La piste était détrempée et heureusement, elle a eu le temps de sécher avant le départ. Donc, ça a Mm. permis d'avoir un départ dans des conditions sereines, sans problème et sans safety car surtout. Mais ça a fait que ça en fait. Tu remettais le K-Way pendant 10 minutes et après tu l'enlevais 1 heure et tu le remettais, tu l'enlevais, tu le remettais, tu l'enlevais. C'est pendant la nuit, par contre, où il a pas mal plu. Ah bah alors pendant la nuit, effectivement, sur les coups de 3 heures du matin, allez, Mais bon, comme 2-3 heures du c'était sous matin. safety car. Bah, en fait, c'est le contraire. C'est comme il y a eu beaucoup de pluie, c'est là que le safety car est intervenu Mm. et est resté près de 4 heures en piste. C'était vraiment la conséquence. Et c'est ce que je redoutais un peu pour le départ. Et heureusement, c'est arrivé que pendant la nuit. Donc, ce qui a permis aussi, alors est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient, je laisserai chacun en juger, mais ce qui a permis d'avoir une nuit qui n'était finalement sans trop de surprises et Mm. sans traître, parce que combien de fois ça arrive où on va tous se coucher à 1 heure du matin et quand on revient à 6-7 heures, la course n'a plus rien à voir, les favoris sont dans le décor, etc. Donc ça, on l'a évité. Donc j'ai envie de dire qu'au moins pour la beauté du sport, il n'y a pas eu de dégâts. Maintenant, oui, c'était des conditions très piégeuses et comme tu l'as dit, il y a eu un gros moment qui a été fait en pneus pluie parce que la pluie tournait autour du circuit Mm. et elle allait d'un endroit à l'autre. Et on voyait sur les écrans qu'il y a des endroits qui étaient, ça c'est toujours assez marquant au Mans, et on l'a vécu ensemble l'année dernière, un moment dans la course, en particulier toi Clément, tu étais au virage Porsche, pendant que nous on était devant les stands,
Et à ce moment-là, chez nous, c'était complètement sec, alors que toi, tu as vu le raz-de-marée qui C'était le s'est... déluge. Bah, Voilà, c'était le déluge, et tout le monde s'est sorti. le crash de Ilou Wadou qui la sort de la course, Oui, j'étais juste devant à ce moment-là, et c'est un moment où il flottait énormément, et effectivement j'étais à 2,5 km, 3 km de vous, c'est et vous ça. étiez au sec, vous. Alors que moi, Non, mais la pluie, et en plus, enfin, l'année dernière, la pluie, elle s'était vraiment déclenchée pendant le tour de chauffe, quoi. Donc, c'était. Ouais, il y a eu aussi de la pluie vers 22 h l'année dernière, Ouais. à oui. peu près. Mais Ouais, mais alors, mais pareil que ce que tu disais, ça avait été assez rapide. Il a oui, plu pendant, ouais, 10-15 minutes quelque et chose comme ça. Ouais. il faisait tellement chaud que bah, la piste elle a quand même séché assez vite. Là par contre cette année c'était pas forcément le cas. Les Non. températures étaient quand même plus fraîches. Bah, Oui, oui, c'était là-dessus, beaucoup plus frais, ça séchait beaucoup moins. Et on l'a vu aussi, en particulier en hypercar. On s'est rendu compte qu'en fait, les hypercars, qui normalement sont à peu près les seuls à être équipés de pneus Michelin, passaient les slicks beaucoup plus tard que les autres. Les premiers à passer les slicks, c'était les GT3 Ouais. avec des pneus Goodyear. Ensuite, les LMP2 suivaient, qui sont aussi en Goodyear pour la majorité. Et enfin les hypercars passaient en pneus slick, et c'était assez notant parce qu'il y avait des fois 15, 20 minutes, 25 minutes d'écart entre le passage au slick d'une GT3, d'une bonne GT3, pas une GT3 qui veut faire un coup d'éclat, mais vraiment une bonne GT3 qui maîtrise sa course, et une hypercar qui veut aussi jouer la gagne. Donc ça, c'était assez marquant. hmm. Alors après Pour revenir quand même sur le déroulé de course, parce qu'on a beaucoup parlé de la nuit mais déjà j'aimerais qu'on revienne sur la première partie de course où on a eu un peloton finalement assez compact, hormis ce que tu disais tout à l'heure Thomas, de une ou deux voitures qui se sont échappées devant comme dans les autres catégories. Et je trouve que assez vite cette année, on a vu, du coup, grâce aux conditions changeantes dont vous parliez, l'importance d'une troisième voiture, comme pouvait avoir Porsche, comme pouvait avoir Cadillac, comme pouvait avoir Ferrari, qui leur permettait de jouer sur plusieurs tableaux. Là où je trouve que d'autres ont été un peu plus frileux en stratégie, hormis Toyota qui sur la fin, mais on en reparlera, a réussi à couvrir toutes les stratégies avec deux voitures et Ouais, c'était l'expérience, hein. voilà, c'était assez impressionnant, mais ça on en reparlera comme on a parlé de Porsche en GT tout à l'heure. Mais je voulais revenir sur ce début de course parce que j'ai trouvé un peloton finalement assez homogène et compact. Tu parlais des Peugeot, certains peuvent être déçus de leurs résultats à l'arrivée. On rappelle que les 3 dernières années où on a eu autant d'hypercars, enfin autant de voitures en catégorie N, c'est-à-dire 2023, 2018 et 2015, où c'est les 3 dernières années où on a eu plus de 10-12 voitures en catégorie Rennes. Quand tu étais à 2 tours, tu étais sur le podium. C'est Voilà. ça. Bon, après, Même l'an dernier, tu étais à 2 tours. Enfin, l'année dernière, tu étais à 2 tours, tu étais quatrième. En 2018, tu étais à 2 tours, tu étais deuxième. Et en 2015, tu étais à 2 tours, tu étais troisième. Donc voilà ce que ça te exactement. mettait d'être à 2 tours. Là, cette année, tu étais à 2 tours, tu étais en dehors du top 10. Ce qui est quand même marquant. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la performance de toutes ces voitures et même de la Isota. Commençons par ça, Oui, mais on a vu la Isota tenir dans le peloton, même ne pas être dernière dans les premiers tours ouais. des hypercars, là où la Baïkoles explosait son moteur au bout de 20 minutes. Et encore une fois, Isota a prouvé cette année, comme Lykonos a prouvé les 3 années précédentes, que Colin Coles ne sait juste pas faire une voiture et que ça sert à rien de l'inviter, puisque les autres y arrivent très bien et arrivent à tenir Hmm. toute une course sans embûche ou presque. Effectivement, l'Isota, elle a été pas mal décriée parce qu'elle n'était pas très performante. Malgré tout, comme tu l'as dit, elle a tenu le coup. Elle a passé la nuit sans encombre. Elle est arrivée jusqu'à la fin sans encombre. Et en début de course, elle s'est payé le luxe d'avoir derrière elle de mémoire la Lamborghini 19 qui a mis du temps à la dépasser. Et surtout, la Toyota numéro 7 qui a passé un temps fou en dernière position derrière ces deux-là. Mais j'étais halluciné en bord de piste de voir que Toyota mettait autant de temps à passer, surtout que je crois qu'à ce moment c'était Nick De Vries qui était au volant, qui est quand même pas mauvaise, surtout en prototype. Moi j'étais étonné et à ce moment-là je me suis dit bon bah ça y est, tout le monde voyait Toyota comme les ultra gagnants, mais leur course est déjà finie Tu t'es fait parce avoir qu'ils n'ont comme un pas la rookie. perfo. Voilà. Et c'est là où je disais aussi que la physionomie de début de course était pas du tout la même que sur la dernière partie de course, et les résultats de début de course étaient vraiment pas précurseurs de ce qui allait se passer au général. D'ailleurs je tiens à préciser, moi j'avais parié sur la Porsche numéro 6. Bon, elle était pas loin, mais elle était quand même pas tout à fait en mesure de gagner. Euh, mais ouais, c'était assez étonnant là, ce début de course, et l'Isota avait vraiment pas à rougir.
et on voyait qu'elle n'était pas non plus larguée comme ont pu l'être d'autres prototypes. Tu parlais des années à plus de 10 voitures, Clément. Si on veut même aller jusqu'à des 20 voitures en hypercar comme on avait cette année, je pense qu'il faut revenir aux années 2005, 6, 7, 8 où on avait les Courage, les Pescarolo, les Audi, les Peugeot, etc., etc. Il y avait que ces années-là où il y avait autant de monde. Il faut garder en tête qu'il y avait la moitié où c'était des tout petits constructeurs limite amateurs dans leur garage. J'exagère un peu, mais l'idée était là. Alors que là, Isota était vraiment le petit pousset. En face, il y avait que des ogres. Je suis désolé, quand en face, on a Peugeot, Lamborghini, Alpine, sans même parler de tout ce qui était encore devant, ce que faisait Isota, il y avait clairement du mérite, clairement du courage. Et avec un trio sont engagés. Avec un trio de pilotes où il n'y en a un seul des trois qui était un vrai pilote de top niveau, c'est Jean-Carl Vernet. Antonio Serravalle et Carl Bennett, c'est vraiment pas des pilotes de haut niveau. Et on a vu aussi la différence là-dessus, c'est que quand Jean-Carl Vernet était dans la voiture, il arrivait à lutter, à rester un petit peu derrière les autres, là où vraiment le gap s'est fait lorsque ses deux coéquipiers ont pris la piste. C'est là où Isota, je pense, a un petit peu pêché. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à attirer les bons pilotes. Typiquement avec un Tom Dillman en plus, alors qui a peut-être été échaudé par son expérience. Tu prends Dillman et Guerreri à Baïkoles et tu les mets tous les deux à côté de Vernet, c'est pas la même chose, hein, ça c'est clair. Je pense que là, tu fais pas du tout la même course et c'est ça qui a manqué aussi à Isota. Donc à voir, là, ils sont engagés pour l'année prochaine à avoir une deuxième voiture comme le règlement l'imposera. Donc ça, avec 3 pilotes de ce calibre-là, je pense que ça peut faire des surprises. Ça fera pas la victoire au général, jamais, mais ça peut vraiment faire des surprises et être très intéressant. On a eu aussi deux autres constructeurs rookies cette année, Lamborghini et Alpine, qui ont fait des courses extrêmement différentes. Là où la Lamborghini est restée très longtemps en fond de peloton à apprendre, t'aurais pu rajouter BM à mon avis. Oui, BM, ils étaient en IMSA. Mais BM était en IMSA l'an dernier. Voilà, c'est pour ça que je les ai pas rajoutés. Mais parmi les débutants sur une course de 24 heures cette saison, donc Lamborghini et Alpine, et donc je disais Lamborghini qui a été très prudent, qui restait très longtemps derrière, qui a fait quelques erreurs en piste de sortie, mais qui finalement met ses deux voitures 10 et 13. Nous avons eu en face Alpine qui a été très performant en début de course. On a vu un Charles Milesi se battre devant avec les autres. Mais puisque apparemment Alpine ne regarde pas la F2, contrairement à tous ceux qui étaient étonnés par leur choix de Mecachrome lorsqu'ils ont pris le moteur il y a 2 ans, eh bien les deux moteurs ont rendu l'âme quasi en même temps, dont un des deux dans un côté old school qui nous a rappelé la F1 des années 90-2000. Qui était pas pour déplaire. C'était avec Habsbourg. Oui, voilà, c'était la 35 d'Habsbourg qui était au lancement là, à Arnage. Et donc deux protos qui terminent avant-dernier et avant-avant-dernier, enfin qui sont DNF bien sûr, mais il n'y a que la Ferrari qui s'était crashée avant, et elle c'était un crash, c'était pas sur problème de fiabilité. Donc finalement les Alpines qui ont été très vite pointées du doigt, et c'est dommage parce qu'elles avaient la perf, mais pour une course de 4 heures. Il y en avait quand même une des deux qui était en hyperpole. Oui. Et effectivement, au niveau de la perf, elles sont là. Alors, on a l'habitude de dire en sport auto que vaut mieux avoir une voiture rapide qu'on va fiabiliser plutôt que l'inverse. Donc au moins ils tiennent le bon bout là-dessus. Mais il faut vite réagir parce que la base est bonne. La base c'est la performance et la base elle est bonne. Honnêtement, vu le peu de temps de préparation qu'ils ont eu, on peut faire une parenthèse avec BM. Vas-y. Je l'ai un petit peu ouvert tout à l'heure. Donc oui, ils n'étaient pas engagés l'année dernière en WEC, mais ils ont fait toute leur prépa en IMSA, notamment l'année dernière. Donc bon, voilà, ça aide un petit peu. Alpine, 2024, c'est vraiment le premier engagement. Il n'y a pas eu de travail préparatoire, etc. C'est pour ça qu'il faut plutôt les mettre en face de Lambeau, je pense. Et on a vu des philosophies très différentes. La Lambeau était, c'est ce que Clément a dit, la Lambeau était moins performante, mais elle jouait vraiment le long terme en prenant beaucoup d'expérience, alors qu'Alpine a vraiment misé sur sa perf et a montré une belle perf, mais la stabilité est pas là. Donc à voir, si l'adage se confirme, Alpine a peut-être plus de potentiel et ce sera plus dur pour Lamborghini de remonter. Maintenant, encore une fois, celles qui sont à l'arrivée, c'est les Lamborghini et pas les Alpine. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, je trouvais qu'ils avaient fait aussi de bons choix au niveau pilote. C'est-à-dire, Habsbourg, je le connaissais pas trop. Très bon jeune pilote, Ferdinand Habsbourg. Milesi, on va pas le présenter parce qu'il est plutôt solide. Paul Louchatin,
c'est une valeur sûre. Très solide aussi. Ouais. Nicolas Lapierre, bon, pareil, l'endurance, c'est un sociétaire. Mathieu Vaxivière, pareil. Mick Schumacher, bah, c'était le petit rookie. C'était l'attraction. Parce que c'était l'attraction. Mais je trouve que bah, ça se passe plutôt bien. Au niveau chrono, etc., il n'avait pas à rougir par rapport à ses coéquipiers. Ouais, et surtout, il a l'air Donc, d'avoir la cote dans l'équipe auprès de ses partenaires qui disent Oui. qu'il joue le jeu d'équipe, etc. Donc ça, c'est plutôt un point très positif pour lui. Donc, non, effectivement, il y avait. Alors, moi, j'ai un peu plus de réserve sur Ferdinand Habsbourg. On en a déjà parlé ensemble, Clément. Oui, je sais. Mais bon, à part ça, c'est vrai qu'il y a un line-up, un roster de 6 pilotes qui est plutôt bon chez Alpine quand même. Faut pas cracher dans la soupe. Voilà, on a parlé d'Isota avant, c'est vraiment pas du tout le même profil. Là-dessus, on a des bons pilotes. Alors, on va vite fait quand même parler de ceux qui ont joué la gagne. Porsche, on était bien évidemment pas surpris de les voir ici. Ferrari, Toyota, c'était le duel de l'an dernier et c'était le vainqueur du monde en titre et le champion du monde en titre, donc on n'était pas surpris. Par contre, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que Toyota Cadillac... un petit peu quand même. Moi, j'aimerais dire que Toyota, vu les qualifs, où je crois... je voulais en parler après de 13. Toyota, mais Bon, vas-y si tu veux. Non, vas-y. La 8 fait 13e, je crois, en qualif, et la 7, du coup, doit faire 8e, mais à son La 8 temps... fait 11. Fait 11, et la 7 fait 8e, mais à son temps annulé, parce qu'elle provoque le drapeau rouge en fin de séance. Donc elle part dernière, et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a eu beaucoup de mal à dépasser l'Isota et la Lamborghini en début de course. Moi, je les voyais pas tant devant que ça, et j'ai vraiment l'impression que c'est à l'usure. Alors tout le monde a passé la semaine à dire oui, Toyota c'est les favoris, s'ils gagnent pas, c'est qu'ils font des conneries, etc. Machin. Mais je trouve qu'ils ont fait une belle course, et en particulier la 7 qui remonte de la dernière place à la deuxième, ça reste plutôt impressionnant, et c'est là qu'on voit que le fait d'avoir aussi tenu la baraque du WEC et du Mans pendant 3, 4, 5 ans, bah ça joue en leur faveur. Alors ils gagnent pas cette année encore une fois, mais ils ont fait une prestation qui était vraiment convaincante, qui était très très respectable, et qui, je trouve, leur donne beaucoup de crédit, plus que certaines victoires où il y avait personne en face, quoi. Et tu voulais parler de Cadillac. Pour continuer sur... Ouais, vas-y Pierre, pardon. Non, vas-y. Moi, après, j'ai trouvé qu'il y avait eu un très très bon move de la 7. Ils ont très bien joué au niveau équipe, où à un moment donné, la 7 était clairement plus rapide que la 8. Il n'y a pas eu de consigne en demandant à la 7 de rester bien sagement derrière. Je pense que ce qui fait perdre un petit peu de temps, c'est à un moment donné, au Dunlop, il y a un tête à queue de la 7 où il paume 15 secondes. Ouais, dans la 7, il y avait Pichito Lopez, hein, qui ne déçoit jamais pour planter une voiture dans un moment important. Mais Lopez qui a quand même remplacé Conway au pied levé. Je suis d'accord, il est arrivé au pied levé, mais on savait d'avance que c'était le choix peut-être douteux s'il s'est retrouvé dans la Lexus et pas dans la Toyota à la base. Il y a aussi une raison, quoi. C'est un pilote, on a vu plein de fois planter des voitures alors qu'il n'y avait pas forcément la pression, etc. Et très honnêtement, je pensais vraiment qu'il allait la mettre dans le bac. Et qu'il allait finir sa course ici parce qu'il allait vouloir aller chercher la 50. C'est comme l'année dernière avec Aruzawa, je crois, Hirakawa qui plante à Arnage et c'était une heure du but, quoi. C'est autre chose. Il était deuxième. Hirakawa était deuxième, et c'était un pilote avec moins d'expérience quand même que Lopez. Ouais. Lopez a fait toutes les belles années Toyota. Hirakawa est beaucoup plus jeune, donc... Non, mais de toute façon sur Toyota, on avait déjà dit en début de saison que c'était des trios hyper solides, et même si là il y avait Lopez, ça restait un duo Kobayashi-De Vries. Tu l'as dit tout à l'heure, Nick De Vries en proto, c'est toujours hyper solide, et malgré le petit accrochage, alors on en pensera ce qu'on voudra avec la 51 qui peut-être a mis un peu de distance entre les deux dans cette lutte, et peut-être que Toyota pouvait faire 2 et 3, moi c'est ma conviction, mais c'est surtout en fait la qualité de la stratégie Toyota, où à un moment stratégique de la course où Ferrari avait encore 3 voitures et pouvait couvrir les 2 stratégies sans problème, où Cadillac était obligé de trancher dans le vif parce qu'ils n'en avaient plus qu'une seule, et donc il restait Porsche et Toyota qui étaient sur le même pied d'égalité.
la façon que Toyota a eu de prendre la course en main et de calquer chacune voiture sur une stratégie précise en premier, ce qui leur a permis de terminer devant les deux Porsche après, chaque Toyota devant une Porsche, c'était quand même beaucoup de maîtrise. Et surtout, on a vu, j'avais un peu l'impression d'assister à une course cycliste où tu sais, tu as des mecs qui vont faire la course en tête mais qui vont s'user, où on a la même chose à Indianapolis où tu fais la course en tête et tu t'uses. Oui, bah oui, effectivement, on a vu les Jota devant, on a vu les Cadillac devant, on a vu les Porsche devant, on a vu les Ferrari devant. Courez devant, allez-y, hop, 3 heures du but. Qui est dans le mix pour gagner? Les deux Toyota avec deux stratégies différentes. S'il y a de la pluie, va aller faire podium. S'il n'y a pas de pluie, on va aller faire podium. Si ça se passe bien, les deux sont sur le podium. Là, on était à un accrochage près pour que ça se fasse. Mais tu l'as dit, Thomas, moi je trouve que c'est une de leurs années les plus impressionnantes cette saison. Je trouve que beaucoup plus que l'an dernier, et là où les critiques pouvaient arriver l'an dernier en disant ah bah oui, bah dès qu'il y a de la concurrence, ils savent pas gérer. Là cette année tu peux rien dire parce qu'on leur a tout mis dans la semaine en disant qu'ils étaient nulle part. Et si elle part 8ème la Toyota, alors ne serait-ce que on va dire elle aurait pu faire l'hyperpole et être dans les 8 premiers, mais ne serait-ce que 8ème si son. Tu parles de la 7 la 7, ouais, tout à fait. Si elle part 8ème, déjà, la course, c'est pas la même. Parce que entre partir 8ème et partir 14ème, après, tout est différent. Alors après, avec des si, on fait plein de choses. Oui, mais puis ça les a pas empêchés de remonter. Donc finalement, ça les a aidés aussi d'être dans le mix. Mais c'est ça qui était impressionnant, c'était cette remontée. Et comme tu l'as dit, on a senti assez dès le début que ça allait être une course un petit peu comme les grandes années, comme les grandes courses des années 60 ou des années 2010, avec un jeu du lièvre et de la tortue. C'est que certains étaient partis très rapidement, et je pense par exemple à la F-Corse 83 qui est partie très rapidement, et les Toyota se sont mis un peu plus en retrait. Chez Porsche, il y a eu aussi un petit peu le fait de séparer les stratégies, et ça s'est clairement senti sur les résultats à la fin. Ouais, assez d'accord. Après, si on parle stratégie, moi je voudrais juste ajouter deux choses. J'ai été très étonné que la Cadillac numéro 2, qui est rentré quasiment dans les premiers en hypercar quand il commençait à flotter à 1h30 de la fin, etc., ne récupère pas plus de temps, alors qu'à ce moment-là, ça commençait à bien tomber, notamment dans les unodières, et tous les autres étaient en slick. Donc, j'ai pas trop bien compris pourquoi ils sont pas autant remontés qu'ils auraient dû. Bah, les Cadillac ont eu beaucoup de problèmes toute la semaine à mettre les pneus en température et en conditions plus que les autres. Ils étaient dans les plus mauvais là-dessus, donc ça les a pas aidés, et ça a été leur critique quasiment toute la semaine, et Bourdet a été assez vocal là-dessus. Et la deuxième chose, c'est qu'en conditions mixtes, on avait l'impression que la Cadillac mangeait ses pneus parce qu'elle n'arrivait pas à remonter. Dès que ça a commencé à sécher un tout petit peu, la Cadillac commençait à être bien. Et puis on a eu aussi un petit déficit de vitesse de pointe qui par rapport au Ferrari leur a empêché de prendre la tête de la course en début de course, là où ils étaient plus véloces dans le troisième secteur, mais le mal était fait par rapport à ces Ferrari. Donc quand même on va dire un mot parce que les trois étaient dans le mix pour la victoire jusqu'à ce problème de batterie de la 83 qui certes alors est responsable de l'accrochage avec la BMW. Je pense que là-dessus personne ne dira le contraire, mais qui en dehors de ça a fait une super course avec un trio de pilotes qui honnêtement est typiquement le trio de pilotes que moi j'attends dans une hypercar, c'est-à-dire un ancien pilote de F1, un mec qui a été sur le podium de la F2 et un pur produit de l'endurance qui monte en gamme. Et c'est pour moi le mix parfait pour avoir une certaine vélocité dans tous les instants de la course. Ouais. Et Dufayet l'année dernière avait été très impressionnant dans la rota, et je pense que c'était une excellente pioche de la part de F-Corse. Et Schwartzman, moi je l'ai déjà dit, mais je comprends pas qu'il soit pas dans une Ferrari officielle, quoi. Je pense qu'il mérite plus que certains pilotes des 50 et 51. Il pourrait largement prétendre à ce genre de jeu. Et quand on voit à un moment le roster de jeunes pilotes qu'il y avait Ferrari avec Schwartzman, Aylott et compagnie, je comprends pas que ces pilotes-là se soient pas retrouvés dans ce programme à la fin. Non mais c'est clair, c'est pour ça aussi qu'on milite pour un GT3 Pro, c'est parce que ça permettrait de refaire descendre des Pierre Guidi, des Molina, des Nielsen, et de mettre à côté de Fuoco et Giovinazzi des mecs comme ça qui... Des Calado aussi. Hein. Oui, absolument. Oui. Bah, des experts du GT qu'on les remette en GT, et que là on vienne vraiment mettre des types qui ont cette capacité-là, parce que Yei Fei et Robert Schwartzman c'est très très jeune, et ça va déjà très très vite, et ça peut être là pour encore 10-15 ans. Donc, ils sont très très prometteurs. Ouais, ils sont très très prometteurs. Ils sont prometteurs. Et alors, on en a beaucoup parlé en off pendant la course. On les a beaucoup critiqués, notamment au niveau stratégie, mais finalement, ils ont été parmi les plus clairvoyants. C'est-à-dire quand beaucoup rentraient
pour foutre les pluies, etc. Alors oui, sur la piste, il restait en slick et il perdait du temps. Mais comme des fois, c'était sur de très très courtes averses, ben, comme les autres derrière étaient obligés de rentrer pour refoutre des slicks alors qu'eux, ils pouvaient faire dur un petit peu, plus d'une fois, on peut dire qu'ils ont été bien inspirés stratégiquement parlant. Bah, c'est ça, surtout Moi, un arrêt avec changement de pneu, c'était autour d'une ouais, minute. Donc en fait, le c'est calcul, il est ça. vite fait. Si tu as cette clairvoyance-là et que tu te permets de rester en piste un peu plus longtemps, c'est comme ça que tu arrives Sans faire de conneries. sans faire Mm. de conneries, évidemment. Mais là-dessus, alors, comme tu l'as dit, à part l'accrochage avec une BM et bah, le problème technique sur lequel ils y peuvent pas grand-chose, il n'y a eu aucune erreur de cet équipage et je pensais que cet équipage-là Ça a allait prendre la été. victoire. Ils l'ont touché du doigt. Alors si, il y a l'accrochage avec la Toyota Mulsanne. C'est Bah, pas la pour 80, moi, c'est la 51, c'est pas la 83? Ou je confonds avec autre chose? non, non, oui, c'est la 51, Ah oui, mais non, moi je parle de la 83, moi. alors, ok, si on parle de la Ah 83, oui, oui, d'accord, mais au niveau du team officiel, il y a eu quelques conneries, oui. et moi, au niveau stratégie, je parlais aussi bien de la 83 que du team officiel, c'est-à-dire, ils pouvaient très bien, à un moment donné, jouer soit sur la 50 ou la 51, notamment sur la première partie de course. Ils ont été parmi les seuls à rester avec la 83 à un moment donné en piste, Je crois que la quand il y 50 avait, aussi est restée, hein. La 51 est ouais, restée, mais la 50 est restée en piste, hein. ouais, Elle s'était mais où calée il y sur avait la une même chose. courte ondée. Oui, oui, mais en fait, c'est là où c'est assez rigolo, parce que quand tu étais en bord de piste, on avait l'impression que le déluge arrivait vraiment, donc ça se Mhm. justifiait. Alors après, quand tu es en bord de piste dans ta chaise de camping, t'as pas forcément toutes les données et tous les radars, donc qu'on les équipe, mais on avait vraiment l'impression en tout cas, il y avait des nuages très très noirs. Typiquement sur la fin de course, il n'y avait pas vraiment de nuages noirs et il y a eu des grosses averses, alors que sur le début de course, il y avait des nuages très très noirs qui sont passés juste à côté du circuit et qui auraient pu mettre le circuit sous des litres et Mhm. des litres d'eau qui là nécessitaient des pneus pluie si pas la safety car. Donc je pense que c'était une édition où à un moment il fallait faire des paris. Il y avait un poil de chance et de réussite. Bon, à la fin, on retrouvait devant les équipages qui méritaient d'être devant quelque part, à part peut-être la 83 et la 3. Et du coup, pour finir à la fin, c'est Ferrari qui gagne le clutch quand même de ce team Ferrari F Corse qui, en 11 courses de la 499P, n'en a gagné que 2. Le Oui. Mans Le Mans. 2023 et Le Mans 2024, et chacune avec un équipage différent. Et au-delà du fait que ça soit pas la même voiture qui gagne, moi je trouve Et dans que, des conditions différentes. et dans des conditions Des absolument courses qui différentes, n'ont rien à voir, ouais. Ouais. mais je trouve que sur cette course-là, j'aurais du mal à ressortir un homme fort parmi les trois. Peut-être, je trouve que les relais de Fuoco Ouais, Fauco. ont été extrêmement solides. Mhm. Et parce que c'est le plus jeune des trois. C'est quelqu'un qui est, on va dire, qui est moins du sérail. Non, quoique le plus jeune des trois, Niklas Nielsen, est très très jeune, je dis n'importe quoi. Mais qui est moins du sérail qu'un Nielsen qui a couru pour AF Corse à peu près partout. Ouais. Rien que cette année, je crois qu'il a couru en GT3, en LMP2 et en Oui. Hypercar pour AF Corse. Donc le mec est solide, le mec est partout. Mais cette course de Fuoco, je trouve que il est censé incarner, avec Giovinazzi de l'autre côté, cet espoir italien qui vient de la monoplace pour devenir à terme le capitaine d'une des deux voitures. Et là, sur cette course, il a parfaitement rempli son futur rôle. Et il va pouvoir courir les futures années au Mans de façon libérée. Il a déjà gagné, il a plus cette pression. Et ça a été une course très impressionnante de sa part et de la part du team AF Corse qui, on l'a déjà dit pour le GT3 et pour le LMP2, mais voir Manthey gagner, voir United Autosport gagner et voir AF Corse gagner, ça prouve que c'était des courses de costaud et qu'il fallait être hyper fort en termes de stratégie de course pour s'en sortir. Et c'est exactement ce qu'a fait la 50 sur cette épreuve. Et fallait pas faire d'erreur non plus au niveau des pilotes. Et je pense que tout le monde a bien joué son rôle là-dessus. Même sur le dernier relais de Molina, pardon, non, le dernier relais. Si c'est Molina qui fait le dernier relais. C'est Nielsen qui fait le dernier relais, C'est je crois. Nielsen, Nielsen, pardon. Oui, il était très bon sur la avec la course. portière défaillante. Ouais, mais sur vraiment le tout dernier relais, la dernière heure, il a été très fort aussi sur la gestion de l'énergie Oui. pour amener, parce que sinon ça sentait le splash and dash. Et dans ce cas, eh ben, Toyota gagnait et toute la course était complètement différente. Il finit avec 3% d'énergie quand même, Ouais, hein, le ouais, tout garçon. à fait. Donc, Mais tant qu'il y a de l'énergie, c'est bon. Et c'est ça. il fallait l'économiser et je pense qu'il a fait exactement ce qu'il fallait. Donc là-dessus aussi, En les tout pilotes cas, ont été en, forts. en tout cas, il finit avec 3% d'énergie. Moi, je lui tire mon chapeau pour refaire derrière 13 km 5.
Ouais, avec moins de 3% t'inquiète pas. d'énergie Moi, pour j'ai- ramener la bagnole. Moi, j'étais à Arnage en fin de course. T'inquiète pas qu'à partir du moment où il passe la ligne jusqu'au moment où il arrive à Arnage, il se passe beaucoup plus de temps que dans un tour normal. Donc, j'étais pas trop inquiet. Non, ça a tenu comme il fallait, mais c'est aussi à mettre au crédit des pilotes. Ouais. Ouais. Et on va voir ce que ça a donné sur cette deuxième partie de saison pour Ferrari, mais encore une fois, on a l'impression que leur contrat est rempli. C'est eux qui avaient la voiture la plus véloce en ligne droite sur ces 24 heures du Mans. T'as l'impression que la voiture a été pensée pour le Mans plus que pour le championnat, limite. Et ils font 2 sur 2. Donc vraiment, chapeau à eux parce que c'est la course qu'il fallait faire face à, on l'a dit, hein, face à Porsche et Cadillac qui avaient eux aussi 3 Et voitures Toyota. dans le mix, et puis Toyota qui de toute façon allait être présent. Le fait de remporter la course comme ça et d'en placer 2 sur le podium dans une course aussi compétitive où on termine avec 9 voitures dans le tour et que c'est toi qui en places 2 sur le podium, c'est très très fort de la part de Ferrari. Ouais. Messieurs, Je crois qu'on peut refermer. sur cette On a tout dit. conclusion, on peut refermer. Merci Thomas de nous avoir apporté ton ressenti quand même de ce que tu as Ouais, vécu hein. sur place et de nous Bah, avoir de fait rien, Merci vivre. Thomas, vraiment. C'était vraiment un plaisir. Ouais. C'est Et moi qui vous surtout remercie. que les gens ne le savent pas, mais tu nous as fait vraiment vivre tout le week-end De l'intérieur. ce qui se passait. Tu nous as fourni les photos, tu nous as fait plein de trucs, donc c'était vraiment super cool de ta part. Et on a vu que tu avais quand même kiffé tes 24 heures du Mans, même s'il y avait du Ouais, monde, c'était ça, on super l'a senti. plaisant. C'était une très bonne édition. Donc, ouais, ça faisait plaisir d'être là. Et ça Et m'a nous, fait on vraiment est plaisir de vous le faire partager de cette manière-là. Et nous, avec Pierre, on te donnait les infos météo qu'on voyait sur Ouais. la retransmission télé pour que tu aies les informations qui te manquaient en direct. Tout à directement fait. sur le site. C'était parfait. Un beau travail d'équipe. Ou certaines infos, des fois, sur ce qui pouvait se passer en piste, mais qui n'étaient pas forcément dit au public. Oui, ça Absolument, arrive ouais. aussi. Alors, il y a en plus quelques problèmes des fois de haut-parleurs. On n'avait pas toujours la possibilité, ou alors des fois il y a des pubs et donc on n'a pas l'écran. Il y a eu aussi quelques couacs techniques là-dessus, mais c'est vraiment pas grand-chose sur une semaine comme ça. L'organisation a été vraiment parfaite. Ça, je leur tire mon chapeau. Je trouve que la ville du Mans et sans doute la région et la CO font un travail vraiment exemplaire parce que ça se passe très très bien. Tout est bien fléché, tout est bien balisé, tout est indiqué. Si tu t'y prends bien, t'es pas vraiment embêté par les bouchons, etc. Ça circule. Globalement, les gens sont agréables, sympathiques et savent t'aider. Donc là-dessus, vraiment un grand chapeau parce que c'est pas évident sur un événement aussi énorme que ça. Et on rappelle qu'il reste encore 4 courses dans cette saison de championnat du monde d'endurance pour ceux qui pensent que c'est déjà terminé. Le championnat du monde d'endurance ira à Interlagos, au Circuit des Amériques, à Fuji et terminera sa ça saison finit à Sakhir. Sakhir. Ouais, pour la 8e À manche. Bahreïn. Au Bahreïn, absolument. Moi, Donc j'ai hâte de voir Sao Paulo. C'est toujours un de mes Absolument. circuits préférés, donc ça va être, j'espère, une belle Ça course. faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Sao Paulo, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le quota qui revient, donc ça va être une deuxième partie de saison assez excitante. Et on l'a dit, hein, enfin on le répète quand même, mais en hypercar, 4e course, 4e victoire d'un team différent, 3e constructeur différent qui gagne une course cette saison. Et c'est pas fini quand on voit le niveau que Cadillac a pu montrer, voir les prémices de ce que nous offre Alpine. Donc on attend vraiment la suite de la saison avec impatience. Et en GT, bien évidemment, qui gagne à chaque fois, de toute façon, c'est Porsche. Ne soyez pas surpris. Donc on attend aussi une rébellion des constructeurs en GT sur cette deuxième partie de saison pour contrer la mainmise de Porsche. En tout cas, c'était super cool de faire cette review avec vous. On n'avait pas fait la preview du Mans, mais je pense que la review se suffisait à elle-même. Oui. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Multi21. Salut à tous! Merci à tous. Ciao, à bientôt. ciao, à très bientôt. Et puis pour vos ressentis, les commentaires, surtout n'hésitez pas, surtout si vous étiez sur place. On prend. Merci à tous. La petite cloche, le pouce, et puis on se dit à bientôt. Et Ciao, je ciao. réponds parfois avec 2 semaines de retard parce que j'ai pas les notifications, mais je vous réponds promis. Je vois que des gens laissent des commentaires et que je réponds avec 2 semaines de retard. Excusez-moi, mais je réponds promis. Pierre fait bien de vous le redire encore une fois. Et voilà. Et c'est fini. À bientôt. Salut. À bientôt.